Bonjour. Elle a imposé le droit à l'oubli sur Internet et fait plier le géant américain Google en l'obligeant à supprimer des informations gênantes si un internaute le lui demande. Elle s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne et elle dicte le droit aux 28 États membres. Pour la première fois de son histoire, la Cour a accepté d'ouvrir ses portes à une télévision. Je vous propose de la découvrir en exclusivité. La Cour de justice est à la fois la plus vieille et la plus haute juridiction de l'Union européenne. Elle a été créée en 1952 et elle est située dans la capitale de l'un des pays fondateurs. Nous partons au Luxembourg. Cette Cour a un pouvoir immense. C'est elle, par exemple, qui a décidé que le droit européen primait sur le droit des 28 États membres. Voici la cathédrale de l'ultime recours, filmée par Thibaut Graillot. Les plus hautes de Luxembourg, les tours se repèrent de loin. L'architecte les a voulu dorer pour symboliser la justice qui éclaire les ténèbres. Mais qui sait vraiment ce qui se trame dans cette cathédrale du droit européen? Pour la première fois, la Cour ouvre ses portes à la télévision. Bienvenue à la Cour de justice. Je vous propose de rentrer dans nos bâtiments où vous aurez l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs de cette institution qui vont vous expliquer comment elle marche, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait. Suivez-nous. Responsables de la visite, Gilles et Juan Carlos sortent le grand jeu. Pour démarrer la découverte du prestigieux édifice, ils nous font passer par la fastueuse entrée réservée aux VIP. Ils nous font rencontrer le grand intendant de ce complexe immobilier hors norme. Le but principal que l'architecte Dominique Perrault a recherché avec cette galerie, c'est de rendre l'orientation pour le visiteur simple. Comme nous sommes une institution qui est ouverte au public, c'était un objectif de toute première importance que les gens se retrouvent, que les gens ne se perdent pas. De cette galerie, on va partout. Mais connue du grand public, la Cour accueille quand même 16 000 visiteurs par an qui viennent assister aux audiences ou à la lecture des arrêts. La Cour, ce jour-là, c'est en néerlandais que le huissier annonce son entrée. Ambiance austère, solennelle et un brin soporifique. À part les avocats, peu de monde assiste à cette audience très technique. Cette société étant par ailleurs rémunérée par les revenus générés par les publicités. On ne soupçonne pas que les arrêts ainsi annonnés auront des conséquences dans le quotidien de millions de citoyens. Par exemple, l'obligation de dédommager les passagers aériens en cas de retard excessif est la suite d'une décision de la Cour. Pour faciliter l'accès à la justice, chacun peut utiliser sa langue maternelle. Cécilia et ses collègues interprètes aiment travailler ici malgré la complexité des propos indigestes à traduire. Ici, c'est réel. Il s'est passé quelque chose quelque part. Et voilà, on a comme ça une affaire ici à la Cour. Et là, on comprend, on pratique ce qui se passe, ce qui marche pas, ce qui marche. Et on est là pour résoudre ça. Et comme ça, c'est très, très pratique. Et ça m'inspire chaque jour. Et notre guide ne manque pas de souligner l'énorme impact des décisions. Alors, il faut savoir que les arrêts de la Cour s'imposent à tous les États membres de l'Union européenne. Si bien que le juge espagnol statuera à l'avenir de la même manière que le juge suédois, alors qu'ils sont séparés par plusieurs milliers de kilomètres. Mais où et comment se passe la délibération d'une affaire? Secret d'histoire, le Stéphane Bern de la Cour nous révèle tout. Alors, derrière cette porte, c'est le sanctuaire de la Cour, un lieu qui n'est normalement pas accessible au public. Nous nous trouvons ici dans la salle des délibérés. C'est la salle dans laquelle les juges de l'Union européenne vont se réunir à l'abri des regards pour décider dans quel sens ils vont statuer. Alors bien entendu, il faut que le juge slovène puisse comprendre le juge estonien, qui lui-même doit comprendre le juge autrichien, etc. D'où l'importance que les juges s'entendent dans une seule et même langue, une langue commune. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas l'anglais, mais le français. Alors, vous remarquerez que personne ne siège en bout de table, tout simplement parce qu'aucun juge n'est supérieur à un autre.
Le président de la Cour, qui est le juge grec, siège à cet emplacement. Une fois l'arrêt rédigé en français, il est traduit dans les autres langues de l'Union européenne. Et ici, vous voyez tous les arrêts de la Cour rendus depuis 1953, chaque couleur correspondant à une langue. 1 million de pages sont traduites chaque année. Un travail pharaonique à l'image des bâtiments de cette institution multilingue qui n'a pas fini de s'agrandir. Nous avons des installations dans ces bâtiments qui sont d'abord d'une dimension presque de l'industriel et puis très spécifique parce que seule cette cour de justice, par exemple, a besoin de salles d'audience avec autant de cabines d'interprétation. Vous n'avez pas peur d'être atteint de la folie des grandeurs? Il y a eu un président qui a dit « ce n'est pas un parc d'attractions ici, c'est une cour de justice, il faut que ça fonctionne dans la vie juridictionnelle de tous les jours ». Non pas un parc d'attractions, mais une superpuissance judiciaire qui a le pouvoir de remettre en question le droit des pays. Un rôle de gendarme supranational sérieusement contesté par les Britanniques et autres eurosceptiques. Les dossiers s'accumulent car les magistrats et les citoyens européens comprennent bien maintenant quel est l'intérêt de saisir la Cour de justice. Juste un exemple, celui de l'affaire Léger. C'est le nom d'un Lyonnais qui a porté plainte contre l'établissement français du sang. Il conteste l'interdiction faite aux homosexuels masculins de donner leur sang. La Cour va bientôt trancher et dire si cette réglementation française est en contradiction avec une directive européenne. Geoffrey Léger a rendez-vous avec son avocat. Le 29 avril 2009, l'établissement français du sang, l'EFS, refuse son don de sang au motif qu'il est homosexuel. Choqué par cette discrimination, le jeune homme décide de s'attaquer à cette puissante institution. Ça va être un film qu'on va beaucoup voir. Les gens qui veulent donner leur sang, c'est pour sauver des vies, c'est pas pour tuer des gens, c'est pas pour faire prendre des risques inutiles aux malades. C'est vraiment dans le but d'aider les gens. Cette interdiction est incohérente. Il est tendu et anxieux, Maître Mécari, elle, est optimiste. L'issue de l'affaire est suspendue à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et les choses s'annoncent bien. Selon l'avocat général Mangosi, une relation sexuelle entre deux hommes n'est pas en soi et à elle seule constitutive d'un comportement qui justifierait l'exclusion permanente du don du sang. Ces conclusions de l'avocat général sont presque toujours suivies par la Cour. Le fait d'être homosexuel ne signifie pas que vous avez forcément un comportement à risque. En revanche, un nouvel arrêté qui interdirait le don du sang à X personnes ayant tel type de comportement à risque serait tout à fait justifié parce que dedans on y trouverait aussi bien des hétérosexuels que des homosexuels. Et donc il n'y aurait plus, à mon sens, de discrimination. L'établissement français du sang estime avoir de bonnes raisons d'interdire aux homosexuels et bisexuels masculins de donner leur sang. Pour le médecin responsable du centre de Strasbourg, les statistiques suffisent à justifier la prudence maximale. Les études épidémiologiques ont démontré que les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes sont exposés de façon beaucoup plus importante que la population générale, de l'ordre de 200 fois plus, au virus du sida. Comme tout homme qui n'a pas de comportement sexuel à risque, Geoffrey Léger aimerait lui aussi pouvoir donner son sang. Ce qu'il dénonce, c'est le questionnaire que tout donneur doit remplir et qui exclut définitivement les homosexuels masculins. Dans la capitale européenne des droits de l'homme, on suit l'affaire de près. En particulier à la station, les habitués de ce lieu de rencontre très international mettent le doigt sur l'incohérence de la position française. En Espagne, en Italie et puis en Royaume-Uni, un pays qui a rejoint ces autres pays européens, le questionnaire inclut des questions sur les pratiques sexuelles et non pas sur l'orientation sexuelle, ce qui permet effectivement à des hommes homosexuels de donner leur sang. Et un collègue espagnol qui travaille avec moi au Conseil de l'Europe a été tout à fait choqué de découvrir, alors qu'il est un donneur de sang régulier en Espagne, cette discrimination qui persistait en France. Geoffrey Léger cherche des soutiens et porte-voix pour son combat. Il s'adresse à l'un des fers de lance de la lutte contre l'homophobie et le racisme. Pour ce défenseur des minorités, la discrimination est injustifiable. Il n'y a plus d'autre explication que l'irrationnel pur, une sorte de croyance mystique. Il ne faudrait pas mélanger le pur et l'impur, les homosexuels ne seraient pas purs et leur sang ne peut pas être mélangé avec celui des autres. On en est là.
Avant de rentrer à Lyon, Geoffrey Léger dépose un courrier à l'Élysée pour rappeler au président sa promesse de campagne de modifier la loi. Alors la Cour de justice est constituée de 28 juges. Ils sont choisis par les États membres et sont généralement d'anciens magistrats. Le poste est passionnant et rémunérateur puisqu'il gagne environ 20 000 € par mois. Jean-Claude Bonichot a été nommé il y a 8 ans après un parcours brillant en France. Il vit maintenant au Luxembourg, il est débordé, mais il ne regrette pas son choix. Le pas décidé, le super-juge Jean-Claude Bonichot entame sa journée à la Cour de justice de l'Union européenne. Il a été nommé à la prestigieuse fonction en 2006. Il était alors le seul candidat proposé par le Conseil d'État au président Chirac. Alors ici, nous sommes à l'entrée principale de la Cour et on arrive face à cette superbe statue de Rodin qui s'appelle l'Âge d'airain, qui est de 1876 et qui est un dépôt du gouvernement français. Elle est ici à la Cour, dans ce bâtiment de la Cour, depuis sa construction sur le plateau du Kirchberg. Et maintenant, il faut aller travailler, la journée est chargée et on va aller à mon bureau par ici. Grosse journée, mais les moyens sont à la hauteur de la tâche. Entouré de juristes chevronnés et d'assistantes dévouées, il dispose d'un environnement de travail et d'un bureau à faire pâlir d'envie les magistrats français. Bonjour Inès, bonjour Michel. Voilà, alors nous sommes dans mon bureau où je passe le plus clair de mon temps avec une journée assez chargée, 2 grosses affaires en grande chambre cet après-midi et puis une audience ce matin. Voilà. Il est français mais n'est pas là pour défendre son pays. Grand justicier, il est chargé de faire respecter la conformité des lois nationales avec les traités européens. Les pouvoirs et terrains d'action de la Cour n'ont cessé d'augmenter depuis sa création il y a 60 ans. Peu de domaines échappent aujourd'hui à ses compétences. On racontait que dans le début des années 50, lorsque la Cour a commencé à fonctionner, les membres de la Cour ouvraient une bouteille de champagne lorsque rentrait une affaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que chaque année, à la Cour de justice, ici, nous avons environ 700 affaires qui rentrent. Nous nous occupons aussi bien de droit fiscal que de droit de l'environnement, de droit social et de droit pénal, ce que nous ne faisions pas, ce que la Cour ne faisait pas dans le temps. Voilà, je vais à mon audience. Il n'y a rien de nouveau, Hervé dans Discrètement, il a revêtu sa toge, attribut du pouvoir considérable des juges de Luxembourg. Il dicte le droit pour tous les pays d'Europe et veille à son application. Hervé est un de mes 4 référendaires, les collaborateurs des membres de la Cour ici, des avocats généraux et des juges, s'appellent des référendaires. Alors c'est une fonction prenante, difficile, exigeante et que je connais bien parce que je l'ai exercée moi-même il y a un certain temps. Jean-Claude Bonichot ne regrette pas son exil à Luxembourg. Il est fasciné par cet environnement international. Je rêvais de pouvoir travailler un jour à la Cour et parfois les rêves se réalisent. Il n'y a pas d'audience. C'est ici que le rêve a pris forme. J'y suis venu pour la première fois lorsque j'avais 20 ans. J'étais étudiant à Metz. Et à l'époque, notre professeur de droit européen avait eu la bonne idée de nous amener ici. Et j'avais été, bien sûr, émerveillé par cette cour européenne, multinationale, avec ces juristes qui viennent de tous les horizons et qui arrivent, malgré tout, à se mettre d'accord. Ça marche, ça marche. Et ça marchait à 6, ça marchait à 9, ça marchait à 12. Et aujourd'hui, eh bien, ça marche à 28. Affable et chaleureux, ce passionné de droit reste monsieur le juge. Nous voulions le rencontrer sur son autre terrain de passion, pratiquant l'escrime, mais le protocole a ses règles. En guise de compromis, il nous propose une escapade dans sa chère ville de Metz et pour l'occasion donnera congé à son chauffeur pour passer la frontière voisine. C'est pas du tout parce que on vit dans un milieu international qu'on rompt ses attaches avec son pays, avec ce qu'on est et avec ce qu'on y a appris et ses valeurs et ainsi de suite, pas du tout. Sa ville natale n'est qu'à 70 km de Luxembourg. Il y a étudié avant d'être professeur et conseiller municipal. Il aime venir s'y ressourcer et rencontrer son ami de longue date. On a ouvert la faculté de droit à Metz en 1972 et il faisait partie de la première promotion. Non seulement il était assidu aux cours et travailleur,
mais de plus était un sportif. Déjà à l'époque, il pratiquait l'escrime de haut niveau. Détendus, les deux hommes se racontent leurs vacances dans le Morvan. Aux champignons. Ah, moi j'en trouve jamais. Des chanterelles, quantité, ça nous a permis de faire des omelettes divines. Si on veut faire son métier correctement dans ce travail qui est un travail de très grande, qui exige une très grande concentration, il faut de temps en temps pouvoir s'en abstraire. Le sport est un moyen, d'autres ont un autre moyen, mais c'est absolument nécessaire. Il faut redescendre aussi sur terre. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages. À 59 ans, le juge Bonichot n'est pas prêt de se faire tirer le portrait pour compléter la galerie des anciens. Au bout de 8 ans de mandat, il n'envisage pas de quitter Luxembourg. On se quitte et on se retrouve sur le site d'Avenue de l'Europe. Ciao!